Une interview aujourd'hui, mais qui change un peu. Monsieur qui est à côté de moi ne chante pas. Jusqu'à nouvel ordre, il ne fait pas de scène, donc il n'est pas acteur. Donc pourquoi est-il là? Ah, Stéphane Chevalier, voilà. Bonjour. Il a décidé de monter une nouvelle société, et la société, bon, elle rentre quand même dans notre cadre, puisqu'on parle vidéo. Et ce qui est de plus en plus rare, parce que les éditeurs vidéo, ils ont plutôt tendance à être regroupés de plus en plus. Alors comment décide-t-on de se trouver dans ce secteur, et comment choisit-on les films? Ça, c'est le plus difficile, j'imagine. Alors, on vient de naître, c'est important de rappeler que Bubble Pop vient d'apparaître sur le marché, mais ça fait 20 ans que je connais un peu le domaine de la vidéo, puisqu'en fait j'ai travaillé sur certains westerns pour Whiteside Video à l'époque, donc on parle de 2006, 2007, 2008. Et depuis 2017, je travaille avec Rimini Édition, si vous connaissez. Oui. Et nous faisons en fait tout ce qui est bonus audiovisuel, donc tout ce qui va être reportage, interview, ainsi que les livrets, certains livres qui accompagnent les films. Donc on a maintenant, faites le calcul, près de 7 ans d'expérience dans ce secteur-là. Alors comment on décide de devenir éditeur? Ben, tout simplement parce que c'est une passion, et puis ce qu'on se dit, c'est pour tous les métiers, quand on fait pour quelqu'un, ben, on peut le faire pour soi-même. Voilà, ça c'est le premier choix. Et pour répondre à votre deuxième question sur les films, comment on choisit? Eh ben, en fait, nous on a déjà une ligne éditoriale qui est, on va choisir des films américains, et uniquement des films américains, parce que c'est un cinéma qui nous plaît. Bon, donc il n'y aura pas de Louis de Funès, et il n'y aura pas d'Alain Delon, ni de Belmondo. Ah, j'aimerais bien, mais non, effectivement, on a décidé, parce qu'il y a déjà beaucoup d'éditeurs sur le marché français, donc on choisit des films américains, on choisit des périodes, fin 70, 80, 90, et on pousse légèrement à début 2000. Voilà. Pourquoi? Parce que les cinéphiles changent, et qu'aujourd'hui, le cinéphile qui achète, c'est plus un cinéphile qui s'intéresse à cette période-là. Voilà. Entre le début de la vidéo, il y a eu la cassette. Après la cassette, et je connaissais tous les éditeurs, puisque j'avais travaillé pour, imaginez-vous, sur la sortie de la première cassette qui était destinée au grand public. C'était Rambo. Ah, vous avez travaillé sur Rambo. C'est vous dire. Ah ouais. Donc c'est pas hier. Après, il y a eu, après la cassette, on est passé au DVD. Du DVD, on est passé à la qualité supérieure qui est le Blu-ray, et puis depuis, on va dire 1 an, 2 ans, il y a un nouveau support qui s'appelle le 4K, c'est-à-dire 4K pour ceux qui ne parlent pas anglais, qui est le Blu-ray 4K, et qui est la qualité encore au-dessus, qui est destinée, bon, d'abord, je vais faire de la pub pour une marque Sony, pour ceux qui ont une PS5, parce que ça nous permet de voir sur un écran d'une qualité complètement différente. Oui, totalement. Alors, est-ce que vous pourrez vous adapter à tout ça? Est-ce que vous avez déjà l'intention de sortir du DVD? Alors, aujourd'hui, tous les titres qu'on sort sont automatiquement en DVD et en Blu-ray. C'est systématique. Et bien évidemment, quand on le peut, on va sortir du 4K. Donc, on vient de sortir Stay Angry, là, enfin, on va le sortir la semaine prochaine. Début décembre, on sortira Recherche Suzanne désespérément. Ça, c'est un film que beaucoup de monde connaît, puisqu'en fait, il avait fait... c'est un film voilà. Bien cartonné à l'époque, et c'est surtout le film qui a lancé, qui a médiatisé Madonna comme une rockstar, une pop star dans les années 80. Voilà. Donc on les sort en format Blu-ray et bien évidemment DVD pour ceux qui restent attachés au support DVD. En avril l'année prochaine, on sortira Requiem for a Dream en 4K. Voilà. Donc en fait, la question du support ne dépend pas que de moi, il dépend aussi de ce qui existe. C'est-à-dire que les majors, vous parliez de Sony, donc quand Sony Columbia va sortir un film, quand Warner ou MGM va sortir un film, s'ils ont le master en 4K, nous avons la possibilité de l'acheter pour le marché français. C'est comme ça que ça marche. Et s'il n'existe pas, eh ben, je ne connais pas d'éditeur en France qui ait les moyens de financer une remasterisation en 4K, parce que ça coûte un petit peu d'argent quand même. Mais la question, elle me brûle les lèvres, ça coûte...
on va peut-être pas donner les chiffres, mais Oui, bien sûr. ça coûte combien de X fois plus cher que le master DVD Alors, j'ai pas la ou réponse. HD. Là-dessus, j'ai vraiment pas la réponse. Je peux vraiment pas vous dire combien un 4K peut coûter. Alors, vous connaissez le principe du 4K par rapport au Blu-ray ou au DVD. Je sais que c'est meilleure Alors, qualité, voilà. C'est très simple. Vous prenez un plan Blu-ray HD. En fait, le 4K, qu'est-ce que c'est? C'est votre plan qui est divisé en 4. Et dans un quart, vous avez la même qualité qu'un HD. Ah oui. C'est ça, en fait. C'est de la numérisation, de la pixelisation à l'extrême d'un plan. C'est-à-dire qu'on va augmenter la résolution graphique en divisant l'image par 4 et qu'on fait le rendu pour chaque partie du quart du plan d'un HD. Oui, c'est ça le donc principe du 4K. C'est énorme le coût que ça peut valoir. Alors, si vous avez un master vidéo, enfin on va dire en pellicule. Aujourd'hui, vous avez des machines qui peuvent scanner en 4K la pellicule. Mais ça n'évite pas qu'il puisse y avoir un retravail derrière de la pellicule pour nettoyer, parce que parfois, il y a des mesures du temps. Voilà, on va l'appeler comme ça. Exactement. Si vous avez un master qui a déjà été numérisé ou retravaillé en HD il y a quelques années, il suffit juste, je dis ça, je suis pas technicien, donc je ne veux pas dire de bêtises, mais disons qu'il va falloir retravailler le pixel, puisque c'est une question, on parle de pixels là, pour optimiser la résolution du Blu-ray, on va dire du format HD en 4K. Voilà comment ça se passe. Donc je pense que le coût est un peu moins élevé, puisque le travail a déjà été fait il y a quelques années. Oui, puisque maintenant, je dirais que le 90% de la production qu'on peut voir sur les écrans est numérisée, puisqu'il n'y a plus de pellicule maintenant. Ah non, il n'y a plus de pellicule. Aujourd'hui, tout est filmé. Effectivement, il y a encore des passionnés qui décident de tourner en pellicule. Ça existe, ça se fait encore, mais aujourd'hui, la plupart des vidéos, des films sont tournés, on va dire, en digital, avec des caméras digitales. Ils arrivent dans les cinémas, ils arrivent sur une clé, quoi. C'est-à-dire, il n'y a plus les grosses bobines. L'époque des bobines est terminée, effectivement. Et alors, pour un éditeur, est-ce que c'est un bien ou est-ce que c'est un mal? Alors, aujourd'hui, faut bien comprendre qu'un éditeur, c'est comme un producteur, il a quelque chose à vendre. Il n'y a pas ce côté artistique, puisqu'en fait, moi, j'arrive avec un produit fini. Donc, le produit fini, je l'aime ou je l'aime pas. En gros, donc je choisis, par exemple, pour Stern Grey ou Recherche Suzanne désespérément, nous aimons ces films, on a envie de travailler sur ces films, donc on va les promouvoir. Et après, on va faire un travail de recherche par rapport aux accords qu'on va signer avec la MGM, puisque c'est la MGM qui nous ont donné les licences pour ces films-là. Donc, on va regarder le master qu'ils nous fournissent. Et généralement, on va choisir, parce que le master a été retravaillé, qu'il est de bonne qualité. Voilà, c'est comme ça que nous, on va choisir et on va travailler sur des films qui ont une plus-value. Pour ces deux films-là, par exemple, ils n'étaient jamais sortis en Blu-ray en France. Donc, il y a une attente pour le public. Oui, c'était voilà, mais c'est justement, est-ce que c'est difficile de trouver ces films ou de... Alors, pour les trouver, aujourd'hui, vous avez la possibilité de contacter les catalogues. MGM a un catalogue qui est géré par Park Circus, qui est une société en charge en Europe, en l'occurrence, de vendre les droits de ces films pour le marché européen. Et il négocie par zone, par pays. Donc MGM et Park Circus nous donnent une liste qui doit être à peu près de 1400 films. Ah quand même, oui. Et vous piochez dans cette liste de films. Et après vous regardez, peut-être que le film est déjà pris par un autre éditeur, vous vérifiez si le film est déjà sorti ou pas en Blu-ray ou en DVD. Après vous regardez le master qui existe, il y a eu un travail qui a été refait, puis à partir de là vous faites ces sélections-là. Pareil pour Universal, pareil pour Paramount. Moi, j'imagine que quand même 95% des films sont sortis un jour au minimum en DVD, pas que la VHS. Quoi, alors aujourd'hui, vous avez raison. Je pense que 99% des films sont déjà sortis en DVD. Je pense. Hein. Alors, je parle pour les classiques, en tout cas des grandes majors. Dans le cinéma Z ou dans le cinéma bis, je pense qu'il y a des films qui sont peut-être jamais ou pas encore été numérisés. Voilà. Mais sur les grands classiques, aujourd'hui, je ne vois pas de films ou exceptions parce qu'il y a des problèmes de droit. Et est-ce qu'il y a des films que vous rêveriez d'ajouter à votre catalogue, qu'ils existent déjà ou pas? Ou pas. Voilà, comme ça vous laisse... Ça me laisse... Alors, c'est une question qu'on m'a posée et j'aime bien. Je pense que si j'avais la possibilité, j'aimerais rééditer un Sergio Leone en vidéo.
Oui, oh bah ça, je serais amateur de tous. Voilà. Tous. Ça serait un plaisir, mais malheureusement, c'est quasiment impossible parce que pour certains, les titres sont gérés directement par les maisons italiennes. C'est un marché un peu privé. Pour d'autres, il doit y avoir MGM, mais quand c'est des grands titres, les Oui, majors il se était une gardent. fois dans l'Ouest, Par exemple, entre autres, oui. Ce sont des films qui se gardent pour eux, pour leur catalogue. Ouais. Parce que les majors vont vous donner certains titres s'ils pensent qu'il n'y a pas de potentiel, entre guillemets, qu'il n'y a pas forcément un potentiel énorme. Et ils vont se garder des grands titres pour eux. Exemple, quand vous regardez le catalogue MGM, vous pouvez voir les 12 salopards, mais les suites des 12 salopards de Robert Aldrich. Vous ne trouvez pas les 12 salopards, le premier, on va dire. Ah bah alors là, oui, vous me scotchez. Et j'aurais bien aimé sortir les 12 salopards, parce que c'est un film que j'adore, qui est cultissime pour moi. Malheureusement, ils le gardent pour eux, et ils le distribuent pour eux. Et là, en l'occurrence, c'est là que vous rentrez dans les arcanes des distributions. C'est Warner qui distribue MGM sur ce titre-là. Je ne sais pas pourquoi, là. C'est un mystère. Oh bah, de toute façon, il suffit que ce soit des accords qui soient datés d'une certaine époque où parce que Warner, il a distribué, ils ont distribué des Spielberg, ils ont distribué tellement de films, et ils sont, les gros éditeurs, ils sont très peu finalement sur le marché maintenant. Ah non, ils ont vous avez raison. Aujourd'hui, les gros éditeurs ne gèrent plus en direct les marchés de la vidéo parce que c'est des marchés de niche aujourd'hui. Je prends l'exemple tout récent qui date de l'année dernière. Disney a décidé d'arrêter d'exploiter le portefeuille vidéo. Il l'a confié à ESC. Donc c'est ESC qui gère pour la France le catalogue Disney en vidéo. ESC, je travaille beaucoup avec eux. Ils sont des gens adorables, mais ils ont un catalogue énorme puisqu'ils ont. On a parlé de Disney, ils ont Sony, ils ont. Je cherche les titres qu'on. Ils distribuent. Quasiment, ils piochent dans tous les catalogues. Et puis, ils auront Terrifier 3. C'est vrai, vous avez raison. et je suis convaincu qu'ils vont faire un carton avec ça. Ah, je pense. Oh, oui, j'en suis persuadé. Vous avez raison. C'est un film de niche. C'est vraiment le cas de le dire. Moi, je sais que je l'ai vu parce que l'attaché de presse du film me dit « Oh, tu l'as pas vu, il faut que tu le vois. Mais méfie-toi, il faut que tu le regardes tout seul. » Je dis « De quoi tu me parles, là ?» Elle me dit « Bon, mange pas des trucs trop lourds avant. » Enfin bon, tous les conseils, j'ai compris. Effectivement, je dois bien dire que dès la première scène, j'ai compris pourquoi elle m'a dit surtout tu éloignes tout enfant ou toute personne. Voilà. Et c'est ESC va le distribuer. Parmi les grosses nouveautés, j'imagine que ça, pour eux, ça va être un carton monumental. Oui. Après, ça reste un gros en France, c'est par rapport à d'autres éditeurs. Hein. Ils ont Warner, entre autres. Oui, exactement. Ils ont Pathé. Oui. En distribution, parce qu'en fait, il y a l'éditeur et le distributeur. Ils sont, C'est vrai. Pour certains titres, il faut rappeler quelqu'un d'autre. D'accord. C'est très compliqué. Effectivement. Alors pour vous en sortir, vous avez quelques titres. Quels sont les sans que vous ne puissiez dévoiler des secrets, vos prochaines sorties que vous attendez Comme je vous le disais, on va sortir donc Recherche Suzanne et Steering Grey pour cette fin d'année. L'année prochaine, on a 4 titres de prévus qui seront en avril Requiem for a Dream en 4K. En juin, on ressortira un autre Madonna qui est In Bed with Madonna, un documentaire sorti en 91. Je l'ai pas vu, mais oui. Et qui s'attache. Alors c'est ma compagne Rania qui gère et qui est la patronne de Bubble Pop, qui est fan de Madonna, donc qui a décidé de travailler sur ce catalogue Madonna. En l'occurrence, In Bed with Madonna est un documentaire qui a été tourné durant la tournée World Ambition Tour, si je me souviens bien, qui est une des grandes tournées emblématiques de Madonna. Donc le documentaire doit faire 1h20, quelque chose comme ça. Il avait été très médiatisé parce qu'il était sorti à Cannes à l'époque. Et donc on ressortira en Blu-ray ce documentaire avec une édition collector, puisqu'on y ajoutera le concert en vinyle dans cette édition collector. Voilà. Donc vous aurez le film et la musique. Et la venue de Madonna. Ah, c'est plus compliqué. Ça, là, j'allais pas la manquer quand même. Ce sera plus compliqué. Et en septembre, on n'a pas encore arrêté la date, mais on va dire sur le deuxième semestre 2025, on sortira La vie, l'amour, les vaches,
City Slickers, un film avec Billy Crystal et Jack Palance, qui est c'est une petite comédie, pareil, ça fait partie de notre ligne éditoriale, on va aller rechercher des films qu'on a un peu oubliés et que... Ah là oui, moi alors l'histoire est très simple, c'est 3 New-Yorkais qui, en 1990, puisque le film date de 90-91, si je me souviens bien, début 90, voilà, décident de retourner et retrouver l'Ouest authentique. Donc ils partent en week-end ou une semaine prolongée, faire un stage de cow-boy dans le fin fond de l'Amérique profonde. Et ils tombent sur un vieux cow-boy qui est Jack Palance, qui va leur apprendre, et bien évidemment, le film va vriller en comédie, puisqu'en fait, Jack Palance, ils sont persuadés que c'est un espèce de tueur en série qui s'est caché là, et ils ont peur de lui, il dit pas un mot, il a un gros couteau, voilà, et tout va glisser autour de cet univers, qui est en fait une vraie comédie, qui prend en plus le parti de la dérision pour l'époque, de ce New-Yorkais, homme d'affaires, qui rêve d'une vie meilleure autrefois, qui n'est pas du tout en fait, mais qui rappelle aussi les racines de l'Amérique. Donc on joue sur cette ambiguïté-là dans cette comédie-là, qui est très sympa. Franchement, ça à revoir et à découvrir. Et c'était quoi le titre original? Le titre original américain, c'est City Slickers. Et le titre français, c'est La Ville Amour les Vaches. Oui, parce que pour moi, La Ville Amour les Vaches, on me le dit comme ça, je dis... Bon, c'est avec Michel Galabru, vous voyez ce que je veux dire? Ah, très bien. Je vois plutôt cette génération-là d'acteurs français. Voilà, non, Fernandel, La Vache et le Prisonnier. D'accord. Voilà, mais les titres comme ça en France, c'est vraiment daté, quoi. Voilà. D'accord. Très bien. C'est pour ça que je posais la question, puisqu'en plus, c'est certain, je ne pense pas l'avoir vu. C'est un film qui avait cartonné à l'époque, puisqu'il avait fait, je crois, 160 millions de dollars de recettes aux États-Unis. En France, j'ai plus les chiffres, mais il avait relativement marché. Donc, c'est comme ça. Dans l'histoire des films américains, vous avez des sorties, des films qui cartonnent, qui font des gros chiffres au box-office, et puis 20 ans, 30 ans après, ils ont été oubliés. On ne sait pas pourquoi. C'est comme ça. Et le dernier film qu'on sortira l'année prochaine, c'est El Magnifico, un film de Klucher avec Terence Hill, qui est un western de 1971. Ça, Terence Hill, je connais. Voilà. Mais c'est vrai que je serais incapable de dire si j'ai vu des films de lui. C'était peut-être la saison où j'allais un peu moins au cinéma. Alors, c'est un film qui est sorti juste après Les Trinitas, qui était la saga historique et à succès de Terence Hill et Bud Spencer. Et là, c'est un western qu'il a fait juste après, on continue à l'appeler Trinita, et qu'il fait sans Bud Spencer. Donc peut-être je l'ai vu à l'époque, mais peut-être pas, parce que ma culture cinéma, bon, elle a quand même quelques lacunes. Non, je peux pas. Alors en plus, je vous l'ai dit, on est sur de la pop culture. Donc la pop culture, c'est toujours un peu particulier. Donc on a pris Terence Hill parce que pour l'époque, c'était une pop star. Quand je me rappellerai toujours, quand j'étais gosse, j'avais vu un article sur lui et mon nom et personne. On l'avait appelé l'idole des jeans. Il était toujours habillé en jean et qu'il faisait la une des journaux à l'époque. C'était une star des années 70. Voilà. Donc, et il est devenu quoi? Il est toujours de ce monde? il est toujours de ce monde, il a 82 ans, je crois. Et là, il est en train de travailler sur une production de son dernier western, ce serait sa dernière réalisation. Et il est en train de voir avec Disney et Amazon, je crois, pour essayer de le distribuer. Et il est très populaire en Italie. Il a très longtemps fait sa série Don Matteo, qui est l'histoire d'un prêtre qui fait des enquêtes et qu'il a arrêté il n'y a pas très longtemps, il y a peut-être 3-4 ans, je ne suis pas un spécialiste, mais voilà, donc il est toujours populaire en Italie, il est toujours en forme et il continue à travailler dans le cinéma. Et quand vous signez des contrats avec des gens comme ça, est-ce que vous les rencontrez? Est-ce qu'ils veulent se mêler un petit peu de... Attendez, moi je veux voir ce qu'il y a, vous voyez ce que je veux dire? Ils veulent mettre leur grain de sable ou alors... Pas du tout. Alors généralement, ce sont les majors qui gèrent les droits. Donc en l'occurrence pour les films qu'on sort, MGM donne son accord sur le packaging, le nom, est-ce que c'est respecté, est-ce que l'image est bien employée et tout. Mais la star, en fait, ne donne pas son avis parce qu'au départ, elle signe des accords pour bien vérifier que son nom n'est pas, ou sa photo n'est pas, voilà. Donc c'est déjà préétabli, on va dire, dans les contrats quand on les reçoit. Voilà. Et nous, on doit s'adapter à cette charte graphique qu'on pourra appeler par rapport aux stars. Ensuite, de temps en temps, vous avez des acteurs ou des réalisateurs de ces films qui acceptent, bien des années après, de refaire une interview. C'est ce qu'on a pu faire, nous, par exemple, là, pour Jean-Pierre, en l'occurrence, pour le film 1984, on a rencontré Michael Radford, le réalisateur.
pour Recherche Suzanne, nous avons rencontré Susan Seidelman l'année dernière à New York. Et là, pour Terence Hill, on a un contact, puisqu'on connaît un de ses associés qui habite Paris, et qui a une gelateria qui s'appelle Gelotti, qui est le nom origine de Terence Hill, et qui reprend l'univers de Western Spaghetti, les boulevards Raspail, vous pouvez aller voir, c'est très sympa. Et donc cet associé, en contact direct avec Terence Hill, Henri il s'appelle, et Henri m'a dit, écoute, je suis en contact, je poserai la question, mais je sais que Terence Hill n'aime pas trop être dérangé, voilà, il est plutôt très privé sur ce domaine-là. Oui, puis c'est quand même, bon voilà, c'est pour tout le monde, Terence Hill, c'est le grand mec maigre ou mince, avec aux yeux bleus, je crois. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. Et donc, voilà, c'est spécialiste du western. Et si vous sortez de ça et que vous dites mais non, Terence Hill, c'est encore autre chose, ça, voilà, il n'a peut-être pas envie de bouger là-dessus. Exactement, vous avez raison. Voilà. Voilà. Écoutez, puisque j'ai raison, on va répéter le titre qui va arriver dans quelques jours. Oui, donc le 15 novembre, Stay Hungry, un film de Bob Rafelson, donc réalisateur qu'on connaît grâce au Nouvel Hollywood, c'est vraiment le réalisateur emblématique du Nouvel Hollywood, qu'on a pu voir pour Easy Rider, si je me souviens bien, c'est un peu une de ses premières grosses productions. Donc Stay Hungry sort le 15 novembre avec Jeff Bridges, Sally Fields et Arnold Schwarzenegger. Et pour début décembre, Recherche Suzanne désespérément avec Madonna et Rosanna Arquette. Voilà, bah écoutez, tout ce que je vous souhaite, c'est que tout cela rentre dans les rails. Ah, merci. Et que tout marche bien et on se reverra avec grand plaisir avec les nouvelles sorties. Avec grand plaisir. Merci à vous. Merci.